Directeur adjoint de l'UFR Sciences de l'Ingénieur de l'Université de Thiès. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette université pour cette journée qui est extrêmement importante car elle porte sur un thème aussi important qui est la géotechnique, apprendre du passé pour construire l'avenir. Donc ça va être une journée de rencontres, d'échanges, de réflexions, de discussions sur toutes les thématiques qui touchent la géotechnique. Donc, monsieur le directeur de l'UFR Sciences de l'Ingénieur de l'Université de Thiès, le de Thiès, professeur Mahalba, chers invités, à vos titres, rang, grade et qualité, nous vous souhaitons la bienvenue à cette journée que j'ai citée tantôt. Donc, étant donné que nous avons accusé un peu de retard, je vais aller dans le vif du sujet pour décliner le programme de la journée. Nous commençons par une cérémonie d'ouverture où nous allons permettre aux officiels de prendre la parole et de prononcer des mots de bienvenue à l'endroit des participants. Par la suite, toujours dans cette cérémonie, il y aura un film pour rendre hommage à l'éminent professeur Maïssa Fall. Et par la suite, il y aura une conférence inaugurale qui sera prononcée par le professeur Ibrahim Khalid Sissé. Par la suite, nous observerons une pause café pour revenir avec deux panels qui seront extrêmement importants car ils seront animés par de grands experts en la matière. Et par la suite, nous observerons la pause déjeuner et pause prière également. Nous reviendrons par la suite pour les sessions de présentation, les sessions de communication et nous terminerons la journée par une cérémonie de clôture. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole au professeur Mahaliba, directeur de l'UFR Sciences de l'Ingénieur de l'Université de Thiès, pour qu'il prononce les mots de bienvenue à l'endroit des participants. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis géotechniciens, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à cette première édition de la Journée sénégalaise de géotechnique. Aujourd'hui marque un tournant décisif, un moment significatif dans le domaine de la géotechnique au Sénégal, avec l'organisation justement de cette première édition de la Journée sénégalaise de géotechnique. Donc un autre tournant significatif. Après celui de 2009 avec la création de l'UFR Sciences de l'Ingénieur et surtout la formation justement des premiers ingénieurs de spécialité pointue géotechnique, un domaine essentiel aujourd'hui pour le développement durable et la sécurité justement de nos infrastructures. Et depuis la sortie de la première promotion de géotechnique d'ingénieurs géotechniciens en 2012, l'UFR ici a sorti environ 13 promotions d'ingénieurs géotechniciens qui sont intégrés aujourd'hui dans tous les domaines et qui jouent quand même un rôle extrêmement important, un rôle crucial dans la construction, que ce soit les bâtiments, les routes, les ponts, les voies ferrées, et même pour la prévention justement des risques naturels. Ce qui fait de l'UFR Sciences de l'Ingénieur aujourd'hui un établissement de référence dans la formation des ingénieurs géotechniciens, que ce soit au Sénégal, mais également dans la sous-région. Beaucoup d'ingénieurs maintenant de la sous-région sont formés, ça c'était avant, mais continuent quand même à être formés ici au Sénégal à travers justement ces établissements d'enseignement supérieur. Alors ces ingénieurs qui sont aujourd'hui, après environ 13 ans, 13 promotions, qui sont regroupés aujourd'hui dans ce qu'on appelle des réseaux, comme le réseau des ingénieurs géotechniciens, le club géotechnique et tous les réseaux, les structures qui permettent aujourd'hui de regrouper ces ingénieurs, ont l'idée également de rassembler aujourd'hui autour de nous des experts, des chercheurs, des professionnels, mais également des étudiants qui sont passionnés justement de la géotechnique. Et ceci, pour moi, nous témoigne justement de notre engagement commun quand même à promouvoir l'excellence et l'innovation dans la pratique de la géotechnique au Sénégal.
Donc cette journée est pour nous tous l'occasion idéale pour échanger justement des idées, pour partager nos expériences que nous avons vécues, parce que le thème c'est justement le passé aujourd'hui. On va profiter justement de la présence justement de tous ces monuments de la géotechnique ici au Sénégal depuis des années, depuis des décennies, pour partager justement nos expériences, mais également discuter des défis futurs auxquels notre communauté est confrontée. Donc à travers justement des communications, des panels qui seront animés tout à l'heure, des sessions de posters, nous aurons l'opportunité d'approfondir justement nos connaissances et d'explorer de nouvelles technologies qui enrichiront notre pratique de la géologie. En tout cas, je souhaite à chacun et à chacune une journée riche en découvertes, mais également en échanges fructueux de cette première édition de la Journée sénégalaise de géotechnique qui se tient aujourd'hui ici à l'Université Poder Thiam dans cet amphithéâtre qui s'appelle Professeur Maïssa Fall, un pionnier de la géotechnique et de renouvelle sa miséricorde. Pour moi, ça marque le début d'une série d'événements annuels qui renforceront justement notre communauté où on va regrouper les entreprises, les laboratoires, les services de l'État, les bureaux d'études, les universités, les écoles de formation, tout le monde et permettra certainement de contribuer à l'avancement continu de la géotechnique au Sénégal. Enfin, je voudrais remercier, exprimer quand même ma sincère gratitude à tous ceux qui ont contribué justement à la réalisation de cet événement. Nos sponsors sont là, nos partenaires institutionnels, que ce soit l'école polytechnique de Thiès, l'ex-IST, l'École nationale supérieure des mines et de la géologie, l'Institut polytechnique de Saint-Louis, je salue le directeur de l'IBSF au passage, qui est venu nous honorer quand même de sa présence, l'Institut universitaire de technologie, l'UFR7, l'UFR7 et technologie, ça c'est nos partenaires naturels, et tous ceux qui, quand même, tous les membres surtout, les membres du comité scientifique et des comités scientifiques et d'organisation, qui ont travaillé justement sans relâche pour faire de cette journée une réussite. Alors je remercie également particulièrement nos conférenciers. Je vais citer le professeur Ibrahima Khalil Sissé qui va animer tout à l'heure une conférence, un autre pionnier quand même, un autre pilier de la géotechnique au Sénégal. Nous remercions la présence également des doyens qui sont là, doyen Omar Kamara, qui est là depuis le début, le doyen Ablaï Boni, ancien directeur général de l'AIBD, un ingénieur géotechnicien de renom, et qui est peut-être le premier donateur de BFLC, parce que le laboratoire de géotechnique, le premier laboratoire de géotechnique qu'on a déplacé de Matam jusqu'à Dakar, ensuite de Dakar jusqu'à ici, c'est lui justement qui a facilité tout cela avec son entreprise de fer à l'époque pour mettre à notre disposition le premier laboratoire de géotechnique qui a permis de former autant de géotechniciens aux GPI. Je me souviens tout le temps, après l'appel à Dieu du professeur Maïssa Fall, quand je l'ai appelé pour parler du laboratoire de géotechnique, il me disait que tout ce qu'on avait fait avec Maïssa, on le continue avec vous. Donc continuer à travailler tranquillement avec tout le matériel qu'on avait mis à votre disposition. C'est pour moi l'occasion quand même pour le remercier et profiter justement de son expérience. Et tous les autres, je n'ai pas le temps de les citer, on aura l'occasion justement de pouvoir en discuter. Le directeur de l'école doctorale, merci beaucoup d'être venu. Il s'intéresse à toutes les activités donc, de la recherche au niveau de l'école doctorale. La première thèse de l'école doctorale a été soutenue en géologie, que vous êtes professeur ici. Et donc, c'est tout à fait notre présence aujourd'hui. En tout cas, je remercie tout le monde pour votre précieuse participation. Je remercie tous les participants et je vous souhaite une excellente journée. Vive la géotechnique au Sénégal. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour ces mots de remerciement envers nos participants. Je pense qu'on aurait dû observer une minute de prière à l'endroit du professeur Maïssa Fall, parce que tout à l'heure, en entendant le directeur parler, son nom est revenu fréquemment. Comme on le dit, mieux vaut tard que jamais, je pense qu'on peut observer une minute de prière à l'endroit de notre regretté professeur Maïssa Fall. Donc une minute de silence et de prière. Merci beaucoup. Chacun peut prier selon sa profession religieuse. Merci.
Amen. Donc je vais à présent donner la parole au professeur Mapate Ndiaye qui va parler, en tant que président du comité scientifique, qui va parler également au nom du président du comité d'organisation. Monsieur le Président, la parole est à vous. Merci. Monsieur le directeur de l'Université Sciences de l'Ingénieur, Monsieur le directeur de l'école doctorale développement durable de société, Monsieur le directeur adjoint de l'UFR Sciences de l'Ingénieur, Messieurs les chefs d'entreprise, de bureaux d'études, sponsors et partenaires de la Journée sénégalaise de géotechnique, Mesdames, Messieurs les chefs de département de l'UFR Sciences de l'Ingénieur, chers collègues enseignants-chercheurs, Monsieur le chef des services administratifs de l'UFR Sciences de l'Ingénieur, chers collègues personnels administratifs, techniques et de services de l'UFR Sciences de l'Ingénieur, Monsieur le Président du réseau des ingénieurs géotechniciens, chers collègues géotechniciens, ingénieurs, techniciens, chers doyens géotechniciens, donc je voudrais en l'occurrence citer M. Camara et M. Moul, on n'a pas le directeur, sans oublier le professeur Ibrahim Cissé. Chères étudiantes, chers étudiants, honorables invités, mesdames et messieurs, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir facilité l'organisation de cette première journée de la géotechnique intitulée Journée sénégalaise de géotechnique. Au nom du comité scientifique et du comité d'organisation, nous souhaitons la bienvenue à cette rencontre de partage au sein de la famille des ingénieurs, techniciens et travailleurs des métiers de la géotechnique. Peut-être qu'avant le défi posé par certains grands chantiers de ce pays, peu de gens se rendaient compte de l'importance de la géotechnique dans le développement. Ces grands défis géotechniques de ces dernières années ont ainsi constitué une certaine publicité pour nos métiers, mais restent quand même des défis majeurs devant notre communauté et devant l'histoire. C'est ainsi que, sur initiative de l'UFR Sciences de l'Ingénieur, du réseau des ingénieurs géotechniciens et avec l'accompagnement des entreprises et bureaux d'études en géotechnique, l'heure a sonné pour mettre sur pied un forum annuel, régulier et pérenne de partage, d'échange et de communication sur la géotechnique. La Journée sénégalaise de géotechnique se veut être un événement, donc j'allais dire une institution, facilitant des rencontres fructueuses entre les acteurs de la géotechnique d'une part et le monde socio-économique d'autre part. Les thèmes développés au cours de cette journée permettront de se focaliser sur des problèmes qui nous interpellent tous et permettront certainement à chacun d'entre nous de s'enrichir et d'enrichir les autres, car comme dit l'adage, le savoir est la seule valeur qui augmente lorsqu'elle est partagée. Ainsi, nous saisissons l'occasion pour remercier tous ceux qui ont travaillé à la réalisation de ce rêve. Nous rêve de voir enfin une occasion sénégalaise de rencontre de tous les acteurs du métier de la géotechnique. Nous remercions tous les membres du comité scientifique, tous les membres du comité d'organisation, nos collègues du réseau des ingénieurs géotechniciens, le club de géotechnique de l'UFR Sciences de l'Ingénieur, ainsi que nos partenaires, sponsors, les bureaux d'études et les entreprises de géotechnique. Nous espérons que les thèmes abordés à travers la leçon inaugurale donnée par notre cher professeur Ibrahim Cissé, les différents panels sur les matériaux, les risques géotechniques, les problèmes environnementaux, les infrastructures de transport, ainsi que les sessions de communication satisferont aux attentes scientifiques et techniques des participants et qu'ils contribueront à sensibiliser la communauté sur le rôle de la géotechnique dans le développement. Mesdames et messieurs, au nom du comité scientifique, au nom du comité d'organisation, je vous souhaite une bonne journée sénégalaise de géotechnique et vous remercie de votre aimable attention. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Président du comité scientifique qui a parlé au nom des deux comités. Je vais par la suite donner la parole au Président du réseau des ingénieurs géotechniciens du Sénégal. Monsieur le Président, la parole est à vous. Merci, professeur Thiam, pour donner la parole. Monsieur le recteur de l'Université de Badiachar, cher professeur, monsieur le directeur de l'ENCAD des sciences de l'ingénieur, monsieur le chef du département géotechnique de l'ENCAD SI, chers membres du réseau des ingénieurs géotechniciens, chers membres du club géotechnique de l'ENCAD SI, chers partenaires distingués invités. En tant que président du réseau des ingénieurs géotechniciens, c'est un honneur pour moi de prendre parole lors de cet événement d'une grande envergure qui regroupe la famille géotechnique. Cet événement, qui est un événement fédérateur de toute la famille géotechnique, des anciens jusqu'aux cadets. C'est un événement, c'est une occasion en tout cas pour mettre en valeur notre passionnant métier qui est la géotechnie. Je tiens à remercier l'UFR Sciences et Ingénieurs, à sa tête, le directeur de l'interaction, le chef de département. On nous a accueillis avec enthousiasme pour l'organisation de cette journée. C'est aussi pour nous un devoir de retourner à la source après plusieurs années quand même. L'UFR est peut-être à sa 10e année. Donc, des promotions ont été formées depuis 2009. Donc, c'est une occasion, c'est, disons, un bac de sciences, comme j'ai l'habitude de le dire. Je tiens à remercier donc pour cette. À remercier en tout cas l'UFRSI de nous avoir donné l'occasion de retourner à la maison mère. Je tiens également à souligner l'importance de chaque personne présente ici, chaque membre du réseau, chaque étudiant, chaque professeur, chaque partenaire. Ils apportent tous une valeur inestimable à notre association, à l'organisation de ces journées. Ensemble, nous avons réussi à tenir cette première édition et nous continuons à tenir la grâce de l'autre. Nous continuons à œuvrer pour l'insertion professionnelle des ingénieurs géotechniciens, de l'EFRSI, en tout cas de tous les ingénieurs géotechniciens en général. Nous ferons aussi la promotion de notre métier, comme je l'ai dit tantôt. C'est un métier passionnant, un métier jeune. Et nous ferons tout, en tout cas, pour relever les défis futurs de la géotechnie, présents aussi. Notre association a un rôle crucial à jouer dans la construction de notre pays. Nous avons des projets ambitieux pour l'avenir, des projets qui nécessitent l'engagement de tous. Ensemble, je suis convaincu que nous pourrons relever les défis à venir. Merci à tous pour votre engagement, votre dévouement, votre passion et votre soutien. Profitons de cet événement, bien sûr, pour célébrer l'UFR ici, le réseau des ingénieurs géotechniciens, ses membres, mais aussi un grand monsieur de la géotechnie, le professeur Maïsapa. C'est difficile de parler du professeur Maïsapa. Maïssa Story, comme j'ai l'habitude de le dire. Il avait un rêve et nous allons le réaliser, Inch'Allah. Sur cette note, je vous souhaite de passer une excellente journée de géotechnie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président du réseau des ingénieurs géotechniciens. Normalement, si vous regardez l'agenda, on devait enchaîner avec le film sur l'œuvre de Maïssa Fall. Mais il y a quelques réglages à faire. Donc le film n'est pas encore prêt à 100%. Donc pour gagner du temps, avec votre permission, je pense qu'on peut enchaîner avec la conférence inaugurale du professeur Ibrahim Khalil Cissé. Comme ça, on pourra suivre l'agenda normal de la journée. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Donc l'autre aussi, avec votre permission, nous allons libérer provisoirement, temporairement, le directeur professeur Mahali, parce qu'il y a une soutenance à l'UT qui l'attend. Le jury est déjà sur place, donc il n'y a que lui qui manque à l'appel.
Donc, avec votre autorisation aussi, on peut le libérer pour quelques heures. Voilà, monsieur le directeur, vous êtes permissionné pour aller assister à votre classe. Voilà. Donc maintenant, nous allons donner la parole au professeur Ibrahim Khalil Cissé pour qu'il puisse animer sa conférence. Monsieur Cissé, la parole est à vous. Merci. Non. Professeur. Je vais essayer. Si il y a des fois qui m'assoient. Alors, avant chaque émission, c'est une mission, c'est de tenter d'animer ce qu'on appelle une leçon inaugurale. Alors, le temps qui m'est parti, c'est de 40 minutes. Vous comprenez donc que je ne pourrais pas faire une lecture commandée de ce que je vais dire. D'autant plus que nous avons commencé tardivement. Je vais donc lire à mon rythme. Malheureusement, mon rythme est rapide. Je parle de bégayer, je parle de vite en même temps. Je vais faire l'effort pour que les uns et les autres comprennent. Alors, mesdames, messieurs, les responsables de l'université de Derkiam, et faire sciences de l'ingénieur, mesdames, messieurs les invités et membres du réseau des géotechniciens du Sénégal, c'est avec plaisir et humilité que j'ai accepté donc de tenter d'introduire le thème choisi pour l'édition 2024. Il faut auparavant saluer, d'une part, l'esprit de création de ces réseaux qui se justifie, d'une part, mais qui est la seule institution, qui se situe au niveau de l'IFRSI, qui est la seule institution, à ma connaissance, institution d'enseignement supérieur, à avoir créé un département de géotechnique. Dans toutes les autres institutions, la géotechnique est considérée comme un module. Alors là, on en a fait carrément un département. D'autre part, ça dit également le dynamisme et l'esprit qui anime les membres du réseau. En effet, d'autres structures ayant des objectifs similaires, M. Abdelrahman Diop, et c'est de quoi je parle, nous avons créé une association de laboratoires et de logistique de géotechnique, dont je suis le président et l'élu secrétaire général, mais nous ne sommes pas encore animés par cet esprit d'animation et que vous avez ici. C'est vraiment donc l'occasion que vous voulez dire de ça, parce que malheureusement nous sommes dans le temps. Maintenant, en introduction, et je dis ça tout à l'heure à une de mes, ma nièce, qui était l'assistante de M. Laurent Diop quand il était à ADTS dans le sol. Une fois, lors des journées africaines de géotechnique, je ne sais pas si c'est à Abidjan ou je ne sais pas où, elle m'a posé une question simple, certains diraient simpliste. C'est-à-dire une question qui viendrait de quelqu'un, une personne qui ne connaît pas. Mais le professeur, c'est quoi la géotechnique? Alors certains, Fatou, Mahad, Abdelrahman, machin,
Il faut donner une définition scientifique, machin. Ce que je vais dire va être simple, mais va traduire tout ce à quoi les gens pensent. Donc, en effet, la géotechnique peut être définie comme étant l'art d'adapter les constructions au sol, soit en tant que support, soit en tant qu'ingrédient. Tout ce qui sera dit ça consiste à ça. Adapter les matériaux en tant que support, ou bien adapter les matériaux en tant que matériaux de construction, en tant qu'ingrédient. C'est ça la géotechnique. Alors, historiquement, c'est-à-dire autrefois, les génies géotechniques étaient un processus d'essai. Ça, c'est mon maître. D'essai, évidemment, d'essai d'erreur, soit l'expérimentation empirique, l'expérience observationnelle. Les problèmes par les structures, posés par les structures, comme la poutre de Pise en Italie, ont amené les ingénieurs à adopter une approche plus scientifique en matière de génie géotechnique. La poutre de Pise, en Italie, a subi ce qu'on appelle un tassement différentiel. Tout le monde sait pas ce que c'est un tassement différentiel. En tout cas, ici c'est penché jusqu'à presque 27 degrés. Et cela a amené les gens à voir pourquoi. Et c'est dû encore le tassement. Le tassement, ce n'est rien d'autre que, je voulais parler dans les considérations scientifiques, le matériau de sol qui se déforme de manière inégale du fait de la disparition de l'eau ou de l'air de manière inégale sur le support. Vous comprenez donc ça peut créer des fissures et une dégradation du bâtiment. Voilà. Donc la poutre de Pise a inspiré les gens pour faire donc aller plus en profondeur. Alors la géotechnique aujourd'hui permet de sensibiliser les populations sur la nécessité de connaître les causes de certaines catastrophes liées parfois à la nature de son support ou de l'édifice ou des matériaux constituant cet édifice-là. Il va de soi, comme j'avais l'habitude de le dire, se fonder sur un sol inconnu, c'est se fonder sur de l'eau diable, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'aléatoire. Donc, la nécessité d'attirer l'attention des usagers que nous sommes sur la nécessité de faire connaître la géotechnique. Alors, maintenant, quelques définitions. Alors, il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle la géotechnique et la mécanique des sols. C'est vrai que dans notre langage de tous les jours, on ne fait pas trop la différence. Sachant que la géotechnique, c'est l'ensemble des activités liées aux applications. La mécanique des sols, la mécanique des roches et la géologie de l'ingénieur. Fatou va me dire, oui, c'est quoi la mécanique des sols, la mécanique des roches, etc. Et je vais demander à elle, pas à vous. Vous direz que c'est l'application des lois de la mécanique de l'hydraulique, au sol complexe composé de 3 phases. Grain solide, air et ou eau. Ça c'est compliqué. Mais ça c'est la réponse que j'ai donnée à elle. Mais pour vous, attendez un peu, je vous donne une définition plus simple. Alors la mécanique des sols et la mécanique des roches étudient respectivement et particulièrement le comportement des sols et des roches sous leur aspect propriété mécanique, résistance, déformabilité, physique, hydraulique des sols et des roches en vue de leur application à la construction. Autrement dit, la géotechnique applique l'application combinée
de la géologie de l'ingénieur, la mécanique des sols, la mécanique des roches. Et étudie l'interaction entre un ouvrage et les terrains et les constructions environnantes. Et pour ce faire, les propriétés mécaniques et physiques. Et quelqu'un va me dire, oui, c'est quoi la différence entre le sol, la roche, tout ça? De manière simple, les sols sont aussi des roches. C'est-à-dire que ça c'est des gens qui nous appellent ça, les roches qui sont des blocs qui, pour une raison ou une autre, des classes, etc., se désintègrent, se cassent et donnent des éléments plus petits, qui sont donc des sols. La différence essentielle entre la roche et le sol, c'est que la roche a une cohésion, a une monolithique, d'accord? Il n'est pas facile de les désagréger. Contrairement au sol qui, avec des efforts très simples, parfois même des efforts nuls, n'est pas possible de désagréger. Maintenant, il y a des sciences qui sont proches de il y a la pédologie. La pédologie qui étudie la transformation des sols sous l'effet du climat et de la végétation. Et les géotechniciens, en tout cas, savent que la pédologie, ce n'est pas de la géotechnique, et beaucoup de pédologues ont contribué au développement de la géotechnique. Atterberg, dont on entendait parler, ce n'est pas un géotechnicien, c'est un Suédois et agronome. On n'a pas les mêmes objectifs, mais on utilise les mêmes pour produire. Il y a également la mécanique des roches qui s'intéresse aux propriétés élastiques et physiques des roches. Aujourd'hui, nous avons découvert chez nous du pétrole, etc. C'est à travers l'étude de la mécanique des roches qu'on peut découvrir ces choses-là. Donc, on peut développer un module mécanique des roches ici ou ailleurs. Et pour compléter un peu la formation. Alors, au point de vue géotechnique, les matériaux constituent la couche terrestre. Ils se divisent en deux grandes catégories, donc les roches et les sols. Bon, j'ai dit la division sec. Donc, les sols, contrairement aux agrégats minéraux, sont des agrégats en éléments de dimension plus ou moins grande. Ça nécessite un effort considérable. Il résulte donc, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'altération chimique, oxydation, physique, variation de température, mécanique, érosion des roches. J'allais dire que la mécanique c'est l'application de la géotechnique à l'état du micro. La géologie maintenant, c'est la mère de ces sciences-là, étudie les matériaux constituant la partie observable du globe, ainsi qu'un ordre suivant lequel ces matériaux sont répartis dans le temps et dans l'espace. Son but essentiel est l'histoire de la Terre et son évolution. Alors, au point de vue géotechnique, les matériaux constituent la croûte terrestre se divisent en deux grandes catégories, les roches et les sols, comme je vous ai défini. Maintenant, la relation entre l'homme et la géotechnique. C'est là que commence l'histoire. Les sols, comme je dis, intéressent l'homme, intéressent le constructeur, à trois points de vue. C'est sur eux qui est reporté le poids des structures, des édifices, qui peuvent être donc des bâtiments, des routes, des barrages, des ponts, ou dans le cadre des routes, des terrains, de l'aviation, des pistes. Donc c'est sur ce sol-là que reposent ces structures-là. Donc ça nous intéresse. C'est également sur le sol qu'on entaille les débris, les routes ou les canaux. La stabilité des talus et le certainement du chemin de terrain. Alors, les Wolofs, et même les blagues, comment on dit une route en Wolof? Ils disent, hein? Non, non, c'est la voie. C'est ce que je dis. Tali. Tali, c'est pas Wolof. Hein? Non, Hal, c'est une forme de voie. Nyal Paris.
D'accord? Mais le terme générique, c'est yon. Maintenant, yon s'ouvre, nyal, sale, machin, tout ça. Alors, on dit tali. Tali, c'est pas wolof. Et ça vient de ça, tali. Parce que pour faire la route, on fait soit, je vais résumer, pour les wolofs quoi. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que des wolofs. Pour simplifier également, pour donner la réponse à France, là. Une route, c'est quoi? Déblayer, remblayer, protéger. Voilà. Et donc, quand on fait une route, on terrasse, on fait ça typiquement un terrassement. Et quand on fait le terrassement, on met la route soit sur le terrassement, soit en dessous du terrassement. Et quand on fait ça au-dessus, on dit en fait un remblai. Quand on fait ça en dessous, on dit qu'on appelle un déblayer. Or, ces deux ont des pentes, qu'on appelle des pentes de talus. Et c'est de là que vient le mot talus. Talus, en wolof. D'accord? Maintenant, il y a des rangs. Les rangs, c'est quoi? Ce sont des choses en terre. Mais il y a des termes qu'on ne peut pas encore, qu'on n'a pas encore la signification en wolof, parce que c'est très nouveau. Parce qu'en géotechnique, il y a eu beaucoup d'évolutions grâce aux génies militaires des États-Unis. Et la chose a évolué. Et beaucoup de termes n'existent pas en français ni en wolof. Par exemple, les géotechniciens parlent de sévère. Sévère, c'est pas français. C'est californien, ring ratio. Los Angeles, vous comprenez que c'est aux États-Unis. D'accord? Et beaucoup de termes, n'est-ce pas, n'existent pas en français, et parce que ce n'est pas dans ces pays qu'on les appelle. C'est pour ça que ce n'est pas surprenant qu'on importe beaucoup de mots dont talus, etc. Maintenant, il faut que nous, qu'on réfléchisse pour voir les termes, pour voir faire la différence entre la chaussée bitumée, la chaussée en terre. Bon, la chaussée en terre, on dit rang-rang. Et je ne sais pas si vous voyez d'où vient le mot rang-rang. Rang-rang, ça vient du fait que ces routes-là subissent ce qu'on appelle un effet de tôle ondulée. On appelle en wolof Sengal. Ça, je l'ai appris quand je faisais des formations dans le cadre de ce qu'on appelle du PNIR. Il y a un programme qu'on appelle le Programme national d'infrastructure rurale. C'est comme ça que j'ai appris comment utiliser ce en terre. Rang-rang, en faisant allusion, n'est-ce pas, à la tôle ondulée qui est une pathologie, une maladie qu'on rencontre que dans ce succès-là. Ok? Donc, nous savons que c'est à ce niveau-là. Troisième niveau, c'est sûr qu'avec la terre qu'on construit des murs, enfin, qu'on construit des murailles, des matériaux épicés, qui sont des matériaux terrestres, les remblais, les routes et les barrages. Donc, à cette séparation-là, le sol nous intéresse. Maintenant, les principaux problèmes qui se posent dans le domaine de la géotechnique, qui sont liés à la géotechnique, sont les problèmes de fondation. Et qu'est-ce que nous intéresse dans ces problèmes de fondation? C'est des questions de rupture. Une rupture de fondation, ça va provoquer forcément un effondrement des bâtiments. Vous avez beau faire un beau bâtiment, bien conçu architecturalement, s'il repose sur un sol mou ou sur un sol inconnu, sur un sol instable, ça va s'effondrer. Donc, il faut bien adapter la construction à ce support-là, à travers ce qu'on appelle la fondation, qui est l'interface entre le sol et la superstructure. D'accord? Donc, à ce niveau-là, ça nous intéresse. Les tassements également, auxquels je faisais allusion tout à l'heure, et notamment les tassements différentiels. En fait, un tassement, quand il est uniforme, ne pose pas de problème, sauf problème esthétique. Mais surtout, sans fond de manière uniforme, et que ce n'est pas très important, ce n'est pas méchant. Mais c'est des tassements différentiels qui peuvent conduire à des dégradations, à un effondrement de bâtiments. Et donc à des désordres. Autre cas, c'est le gonflement. Le gonflement des sols pourra conduire à la dégradation dans les bâtiments ou sur les routes. Dans notre pays, peut-être que je vais l'évoquer plus loin, le gonflement n'était pas connu dans des zones comme Rufisque, à Kolabankaou, Guimuri,
on avait constaté un phénomène. En hivernage, le sol se soulevait sur les bâtiments. En été, le sol se rétractait, sans appliquer évidemment les fissures. Bon, les premiers ont lié ça à des phénomènes mystiques. Les deuxièmes ont lié ça aux conséquences du dynamitage et avec l'extraction des matériaux de la société. Mais les troisièmes qui disent que le sol respire. C'est ceux-là qui sont les plus proches de la vérité. Le sol respire. Effectivement, en hiver, ça prend de l'eau, et en été, évidemment, cette eau-là s'en va là. Et donc, pendant longtemps, je ne savais pas comment régler la question. Maintenant, on va voir plus loin comment on a réglé cette question-là. Donc, ça nous intéresse. Alors, les problèmes routiers. Donc, la mécanique du sol nous intéresse pas parce que c'est avec ces résultats qu'on détermine les épaisseurs des cours de chaussée. Vous comprenez qu'un manque d'épaisseur de chaussée va amener évidemment une dégradation. Les problèmes de drainage. Une chaussée bien conçue, sans drainage, ça ne sert à rien. Et il y a une trentaine d'années, la Banque mondiale avait décidé de ne plus financer les producteurs au Sénégal tant que l'aspect assainissement drainage n'était pas pris en compte. Il y a malheureusement, à l'époque, des autorités qui ne s'intéressaient qu'au tapis nord. Comme ils sont tellement politiques, c'est d'avoir le tapis. Mais bon, il y a des aspects. Premièrement, ce tapis peut tenir encore quelques mois, parce que contrairement au bâtiment, il n'y a pas de garantie décennale. D'accord? Donc c'est après qu'au hivernage, vous pouvez constater une dégradation. Mais également, le fait que la chaussée n'est pas assainie fait que, pour plusieurs raisons, l'eau peut rentrer dedans et entraîner des dégradations que l'eau que l'on connaît. Alors, maintenant, le soutènement des talus, il y a donc le glissement des talus. Bon, ça, c'est un phénomène qu'on n'expecte pas tellement au Sénégal, on a vraiment épargné. Mais si vous allez dans certains pays, comme la Turquie, comme l'Iran, il y a vraiment c'est des phénomènes très graves, de glissement de terrain. Et quand on parle de glissement, c'est encore quelque chose de tabulaire. On a des ouvrages en terre également, sont réalisés avec la terre. Il y a les remblais. Quand on ne compacte pas bien, compacter c'est quoi? C'est tamer de manière suffisante. Ça peut provoquer donc la rupture. Pour les barrages en terre, l'étude du barrage en terre est basée essentiellement au problème délicat de mécanique des sols, notamment au cassement, à l'imperméabilité des sols, à la stabilité de la fondation, à la stabilité des talus et au phénomène de renard. Je ne vais pas rentrer dans la question de phénomène de renard. Renard, ce n'est pas un nom propre. Maintenant, histoire de la géotechnique. Mécanique des sols. Il dit mécanique géotechnique slash mécanique des sols. Ça ne fait pas trop de différence dans ce que je veux dire entre la mécanique des sols et la géotechnique. Mais si vous voulez le faire, ça c'est simplement que la géotechnique couvre la mécanique des sols. La géotechnique couvre la mécanique des roches, couvre la géologie de l'ingénieur. Alors, les problèmes de mécanique des sols se sont posés depuis l'origine de l'humanité, lorsqu'il s'est agi de la circulation ou de la construction des monuments. Entre 1700 et 1900, des scientifiques comme Darcy, bon, ça c'est peut-être des gens comme Farou, Batman, et Rankin, ça vous rappelle des souvenirs, hein? Coulomb, Boussinesque, mort, c'est pas un mot R1, c'est un mot HR. Atterberg ont publié une théorie créant des travaux fondamentaux sur la mécanique des sols et le coulement de l'eau dans le sol. Vous savez, entre l'eau et les sols, c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire, quand il n'y en a pas assez, ça pose problème. Parce que ça ne crée pas un lien entre les éléments, ça ne permet pas de construire quoi que ce soit.
Quand il y en a trop également, ça désagrège, ça sépare les choses. Bon, pour les géotechniciens là, le sable, quand tu dis à Brahman, non, c'est le sable, il n'y a pas de cohésion. C'est caractéristique de ça, c'est qu'il n'y a pas de cohésion. Mais quand il était petit, quand j'étais petit malin, après la pluie, on fabriquait des châteaux en sable. Oui, ça tenait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une cohésion qui liait les éléments. D'accord? Mais dès qu'il fait chaud, hein, dès que l'eau s'en va, ça s'effondre. D'accord? Donc, l'eau est l'ennemi numéro 1 des sols. C'est vrai? Quand il y en a trop, je n'ai pas besoin de faire de démonstration. Mais quand il n'y en a pas assez, non plus, c'est pas bon. D'accord? Donc il faut donc doser. C'est pour ça que d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est le comportage normal. Oui. On met de l'eau, au fur et à mesure qu'on met de l'eau, la densité, la résistance augmente. À un certain moment, on atteint ce qu'on appelle scientifiquement l'optimum. Et quand on dépasse l'eau ne joue plus de l'eau de renforcer, mais il va plutôt désagréger, en tout cas affaiblir le sol. Vous voyez que là, dans la phase humide, toute quantité d'eau augmentée renforce le sol. Et dès qu'on dépasse cette phase, cet optimum-là, toute quantité d'eau a un rôle négatif. Donc, vous voyez, c'est très important l'eau et le sol. Et cette question, c'est également important dans les fondations. C'est là qu'on parle de sol sec, de sol humide, de sol saturé, de sol saturé. C'est compliqué. Oui. C'est normal. Alors, on peut distinguer 3 phases. Une période empirique. C'est-à-dire que toutes les sciences commencent par l'empirisme. L'intuition. L'intuition de l'homme. Parce qu'encore une fois, quand je prends ça, tu sais, je construis, ça ne vient pas. Naturellement, tu mets de l'eau, et puis ça tient, et puis tu peux construire quelque chose. Donc, tout commence par l'expérimentation. Comme cette forme empirique, ça développe beaucoup en Chine, à Babylone, avec des accidents de fondation des cathédrales du Moyen-Âge. Ensuite, il y a une période d'observation et de développement, parce que maintenant on rencontre certainement, on observe, on commence maintenant à faire des théories. Les grands travaux se multiplient. Il est marqué par des grands noms comme Coulomb, Rankine ou Sénasque. On parle de période classique avec une phase en 1776, avec la publication du mémoire de Coulomb. Coulomb, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur de cette phase-là. Et maintenant, les géotechniciens de maintenant, que la phase moderne connaissent plutôt ce qu'elle s'est dit, je viens en parler. Le Coulomb a beaucoup joué. Cette période marque le début du processus de conceptualisation du comportement des sols. Coulomb fait intervenir la notion de cohésion plus connue jusque-là. Peu connue jusque-là. Ça permet de parler un peu de la terre, des conditions en terre. Vous savez que nos parents, que ce soit au sud, au nord, dans d'autres pays, ont tous fait des conditions en terre. Prendre la terre, ils mettent avec de l'eau, voilà, ils font du puiser, de l'adobe, etc. Mais c'était pas conceptualisé. Il ne cherche pas créer la quantité d'eau maximale, optimale qu'il faut mettre. Parce que c'était expérimental. Maintenant, c'est avec ces phénomènes de conceptualisation, introduits par Coulomb, qu'on a commencé maintenant à voir quelle quantité, comment doser la chose. On parle même du dosage des bétons. Je vois au Sénégal, quand certains font du dosage des bétons, ils font un sac de ciment, une goulette de sable, une goulette de gravier et de l'eau. On met
On regarde quand est-ce que à l'autre bout. Ça c'est pour nous. Ça c'est pas du dosage. Ce qu'on appelle la méthode 1 tiers de 8 tiers, c'est très très empirique. Or, les scientifiques savent que le dosage de méthode, ça se fait suivant la distance qu'on mobilise, mais également suivant la nature des ingrédients que l'on utilise. Alors, les traditions dans les différentes langues, notamment en allemand, les Allemands ont beaucoup codifié, et Kershaki c'était en allemand, vont contribuer au développement des pratiques et théories géotechniques du XIXe siècle. Alors, il y a une phase 2 avec les travaux de Darcy, qui est beaucoup plus connu sur les questions de perméabilité, c'est-à-dire le découlement des sols, enfin le découlement de l'eau dans les sols, qui est très important parce que si l'eau reste dans le sol, ça pose problème. Si l'eau, comment on appelle, rentre et sort sans problème, il n'y a pas de problème. Mais si l'eau ne se rentre pas, il y a des problèmes. C'est pour ça que donc dans ce cas, c'est bon de savoir à quelle vitesse, à quel rythme l'eau rentre, s'il peut rentrer, et comment le gérer. Donc, Darcy en 1856 stipule les premières lois pour modéliser l'écoulement de l'eau dans les sables. C'est en 1927. Ça, c'est l'année de naissance de ma mère. Que la géotechnique prend son vrai élan avec une période expérimentale où les conceptions s'opposent concernant les choses. L'exploitation scientifique et l'expérimentation se multiplient. Cette période est marquée par les résultats de Atterberg, qui est un chimiste, Soega et agronome, qui ont décédé en 1916, et de Carl von Terzaghi, décédé en 1963, à peu près, qui a introduit les notions de consolidation des argiles et des pressions interstitielles. Les logiciels de calcul furent rapidement apparus dès les années 50. C'est difficile d'expliquer un peu ces phénomènes en Wolof, consolidation et pression interstitielle. C'est compliqué, mais si je voulais simplifier, je veux dire la consolidation, c'est le fait de renforcer la résistance des matériaux par un phénomène de resserrement des graines. Ça, on fait par tracamage, dans certains pays froids, on le fait par consolidation, etc. Et maintenant, la question de pression interstitielle, c'est un peu plus compliqué encore à expliquer en Wolof. C'est simplement la force que l'eau exerce dans le sol et qui peut, suivant l'intensité du mélange, conduire à une végétation. Donc les logiciels furent pratiquement apparus dès les années 50. Alors quelque part, en Suisse, dès le terme de géotechnique vers la fin du XIXe siècle, à 10 ans seulement de la grande ère de cette même discipline. On parle désormais de la période moderne, marquée par sa première phase, avec les travaux de Atterberg, que vous connaissez, à travers les limites d'Atterberg. Il introduit donc les notions de plasticité. Et vous savez, quand les petits, ceux qui font les canaries, tout ça, même les plasticiens qui font. C'est une notion de plasticité. D'accord? Il n'y a pas assez d'eau et on ne peut rien faire. On met une certaine quantité d'eau, on peut déformer, on peut former et déformer sans problème. Quand on dépasse cette quantité d'eau, la chose est tellement liquéfiée qu'on ne peut plus rien faire. Donc il est bon de savoir que ce sont des limites, n'est-ce pas? Et c'est false. C'est plus Atterberg dans ce qu'on appelle les limites de liquidité, les limites de plasticité, à partir desquelles il déduit ce qu'on appelle des indices de plasticité, etc. Donc c'était important, surtout dans le domaine routier. Alors, maintenant, une période technologique. Le développement des concepts et technologies sophistiquées a permis la géotechnique de se développer de façon phénoménale depuis le XXe siècle. On parle de Big Data dans la géotechnique pour étudier les données très larges du sol, a envie de présenter des cartographies des propriétés des sols et des risques géotechniques. On parle de l'intelligence artificielle pour modéliser des comportements complexes
la plupart des matériaux géotechniques, grâce à sa capacité prédictive supérieure aux méthodes traditionnelles. Il y a un phénomène que je voulais aborder, mais si on compte en parler, ça va être long. Bref, ces technologies appliquées à la géotechnie, la conception jusqu'à l'exécution, peuvent nous renseigner sur des mécanismes de rupture ou des comportements des sols qu'on n'a jamais compris. Quand on parle de phénomènes de rupture, il faut dire ça à des risques. Et c'est très important, on va voir tout à l'heure, parmi les missions, les missions géotechniques, il y a également dans la géotechnie, c'est la prévision de tous ces risques-là. Alors, elles peuvent corriger des calculs de tassement ou d'efforts parasites qu'on a toujours calculés à tort et à travers. Ils peuvent choisir la solution la plus durable si on apprend plusieurs ou toutes les technologies croisées, à diminuer l'empreinte carbone et à utiliser des sources d'énergie propres. On parle désormais des géotechniques intelligentes. Dans un monde aussi changeant, dont les sujets de l'environnement, de l'énergie et du climat prennent de l'ampleur, il est grand temps pour s'outiller convenablement avant d'accompagner ces changements d'une façon réactive, responsable et durable. Alors, j'ai fait ici un schéma qui explique un peu l'évolution de la science géotechnique entre 1700 et 1927. Après ça, il y a eu comme une évolution avec la création de la Charte internationale. Avec donc les personnes qui ont encore marqué cette période-là, et les personnes comme l'électricité, les Terzaghi, tout ça là. Alors, maintenant, tout ça a conduit maintenant, dès les années 50 maintenant, à la création de ce qu'on appelle la fondation de la Société internationale de mécanique des sols et de la géotechnique. C'est-à-dire que les gens estiment maintenant qu'il faut s'organiser. S'organiser pour uniformiser, mais également pour échanger les expériences. C'est comme ça que, en 1936, Terzaghi, comme pas appelé le père de la géotechnique, et ses collègues de 20 autres pays ont décidé de créer la Société internationale de mécanique des sols et de la géotechnique. Sans surprise, évidemment, Terzaghi est devenu le premier président de la société. De nos jours, cette société compte plus de 90 pays membres, 19 000 membres, personnes. dont la plupart sont des ingénieurs en géotechnique, des universitaires et des entrepreneurs. Alors, depuis 1995, nous avons créé en Afrique une société savante similaire, sœur de la société internationale, qu'on appelle le CTGA, Comité transnational des géotechniciens d'Afrique, qui est donc similaire à la SIMG, et nous sommes même membres de cette société internationale. Et au niveau disons, CTGA, et votre humble serviteur est le président, c'est l'Africain. Une évolution géotechnique de la géotechnique au Sénégal. Alors, dans le domaine des travaux routiers, il y a une évolution rapide et fulgurante de connaissances des matériaux locaux, particulièrement des latérales. Ce sont les Européens, par la colonisation évidemment, qui ont vu cette terre-là, rouge, tiens, c'est pas ça, puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, est-ce qu'on peut faire des routes. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à l'utiliser comme corps de gestion. Et que c'est pratiquement inconnu à leur niveau. La caractérisation a permis d'étendre le domaine d'utilisation dans les constructions en terre de manière plus organisée.
du bleu organisé parce que ça, on l'utilisait. Ce n'était pas conceptualisé. Alors, visage, c'est que moi-même j'ai découvert, on parlait tout à l'heure, vous allez voir ça dans le reportage. Moi je ne connaissais pas les satellites. Quand j'ai fait mes études, c'était en France, et je ne connaissais pas les satellites. C'est avec feu, mais ça que j'ai découvert les satellites. Je vois cette terre-là, le rouge, que les Européens confondaient avec toutes les rouges parce qu'ils pensaient que les Caolins, tout ça. Et donc, dans le domaine du routier, c'est la découverte, les recherches sur les matériaux plastiques qui nous ont permis d'avancer. Ensuite, il y a eu donc l'usage des silixides, qui s'appellent de nouveaux matériaux comme granulat, utilisés non seulement dans le bâtiment, parce que maintenant vous voyez que ceux qui sont observateurs, les cailloux gris ou noirs qu'on appelle le basalte sont de plus en plus remplacés par ces silexides-là. M. Camara connaît un peu l'histoire. C'était aussi que lui, la production du phosphate. Et quand on a commencé à la mettre en valeur avec feu, mais ça, les gens ne croyaient pas. C'était avec un homme qui s'appelle Napate Ndiouk, qui, bien qu'il n'étant pas, disons, intellectuel, a cru au scientifique et a accepté de financer les études. Heureusement, malheureusement pour certains, quand on a commencé à faire des travaux, pour l'utiliser comme matériau de corps de chaussée, ensuite comme matériau de couche de surface, c'est là que les entreprises, les grosses entreprises, se sont ruées vers le matériau. Alors, il y a donc eu un conflit. Ils sont allés au tribunal et on a attribué à Feu l'exclusivité de l'exploitation de ces silexides pour un franc symbolique. Oui. Donc c'est lui qui a eu le courage d'explorer. Il faut commencer par explorer avant d'exploiter. Si vous voyez au Sénégal qu'on ne va pas gagner beaucoup d'argent sur notre pétrole, tout ça là, c'est parce que les coûts d'exploration étaient tellement coûteux que le Sénégal ne voulait pas prendre de risque. Donc, c'est ma partie qui a accepté. Et mieux, avec Feu Maïssa, justement, on est allé au-delà de l'usage des silexides comme matériau de corps de chaussée. On l'a utilisé comme un robe. Et je disais aux jeunes qui sont venus me parler hier que ne suffit pas de Feu Maïssa trop longtemps. Parce que on avait fait des éprouvettes d'enlever que j'ai gardé dans mon bureau et qui sont disparus avec un incendie que nous avons subi à l'époque. J'avais vu dans mon bureau. C'est comme ça que c'est une personne. Et chaque fois que je voyais ça dans le bureau, je pensais à lui, il était encore là. Et c'est avec lui qu'on a fait ça. Maintenant, je ne peux pas penser aux enlever sans penser tellement à tout simplement que on va en reparler de ce qu'il a fait. Donc, le syndrome des silexides est récent et est dû à l'évolution et à la valorisation des matériaux du nouveau pour le beau. Ça veut dire que maintenant, au-delà des gravures matériaux qui sont complexes, très compliqués, complexes, parce que les Européens nous avons travaillé sur les gravures avec travail surtout vers la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon. Et c'est des gravures ferralitiques, différents des gravures ferrugineux comme nous avons au Sénégal, au Niger, au Mali, etc. Donc c'est différent. D'accord. C'est pour ça que vous voyez, Feu Maïssa, etc., qu'on a pu développer cette région. Alors, il a fallu attendre les années 80. D'abord, dans le cas du Sénégal, les sols dits gonflants étaient inconnus du fait que le taux d'occupation des sols était faible, donc les gens ne cultivaient pas les zones où il y avait des sols gonflants.
C'est vers les années 80 qu'on a constaté l'ampleur des dégâts sur les constructions au centre de formation de la Sénélec, à l'entrée à Rufisque. Et on a constaté un déficit extraordinaire à l'époque. On a constaté la même chose à Kolabankaou, à Gouimourit. Comme je disais tout à l'heure, au début, les gens pensaient que c'était des phénomènes mystiques. Ensuite, aux conséquences de l'exploitation des matières premières pour la fabrication du ciment. Ensuite, à ce phénomène de sol qui respirait, mais en réalité, c'était des sols gonflants, qui gonflent. Et c'est vers les années 2014 qu'on a donc entamé des études pour caractériser ces sols-là, en termes de nature, propriété. Et c'est en ce moment, j'étais encore en France, et il y a un monsieur qui s'appelle, un Canadien qui était à l'école polytechnique. Je suis venu et on a parlé, et j'ai dit je vais travailler sur les sols gonflants. Donc je me rappelle à l'époque, mon directeur de thèse, qui après a été directeur de thèse de Fenêtre, Samak Ibrahima, j'ai fait des sujets dans mon tiroir. Je peux t'en proposer parce que tu perds beaucoup de temps, quoi. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Il a eu raison un peu sûrement, mais je n'ai pas regretté. Parce que je suis venu au Sénégal, pendant 6 mois, je courais derrière les gens pour avoir des informations et pour avoir des échantillons. Bon, mais après, j'ai eu ça, et ça m'a permis de faire le travail. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé sur la caractérisation et les méthodes de construction sur les sols gonflants, et les années 85. Et c'est comme ça qu'on a commencé maintenant à découvrir un peu ces sols gonflants-là. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à dire. Évidemment, quand on parle de valorisation des matériaux locaux, on a pensé au collège de la technique, des ingénieurs, il y a des silicites, il y a tout type de matériaux. Bon. J'ai eu à faire ce qu'on appelle des bétons de sable, c'est-à-dire que les bétons routiers et à base de résidus. Fabrication de granulats, de basalte, de grès, silixite, etc. Mélangé avec du sable, on a réussi donc à faire des matériaux, des bétons routiers, très solides, qui étaient économiques, avec un rendement entre 50 et 100%. Et à l'époque, c'est grâce à cela que j'ai vu être, on appelle, primé le grand prix du grand président de la République en 1998, grâce à ces travaux-là. Ça veut dire quoi? Il y a d'autres choses qui peuvent être faites par moi-même, par vous, par le réseau, par les laboratoires, par les universitaires. Il faut que nous valorisions ce que nous faisions ici au Sénégal. Maintenant, comme M. Diop a parlé de lui, d'accord, ça c'est bon, mais il faut parler quand même de ce que les gens font aujourd'hui, les missions techniques. Les missions. Depuis, disons, 2013, on a distingué 3 étapes qui définissent l'enchaînement recommandé des missions géotechniques, avec la norme NF 14500. Donc les étapes sont synthétisées dans un tableau que je ne vais pas vous lire parce qu'il est un peu détaillé, un peu long, mais sachez que simplement il y a plusieurs missions, et des missions d'études techniques préalables, des missions d'études géotechniques de conception, des missions d'études géotechniques de réalisation, G3, G4, etc. Aujourd'hui, les laboratoires, quand ils travaillent pour un client, c'est sur la base d'une mission. La mission doit être
précisé dans les rapports que nous avons fait. Parfois, ça peut être juste une étude que le bailleur demande. Par exemple, les promoteurs vont à la BHS, on leur dit amenez-nous un rapport qui montre que le sol est constructible. Dans ce cas-là, ils sont très légers. On va juste faire quelque chose là, et puis voilà. Maintenant, une fois que maintenant les conscients doivent se réaliser, donc il faut aller plus en profondeur dans les études, ensuite dans le contrôle, etc. Et ces différentes missions-là maintenant sont définies de manière claire. Mais c'est très long de les lire ici, et de donner des définitions de chaque mission. Mais les géotechniciens le savent. Même Hawali, qui n'est pas géotechnicien, a tellement entendu parler de ça, avec son patron. Il faut qu'on lui dise mission 0, c'est ça, mission 02, c'est ça, mission 03, c'est ça, mission 04, c'est ça, etc. Bon, la supervision géotechnique, également, c'est ça. Alors, là, il y a des missions de diagnostic aussi. Donc, je vais peut-être conclure pour dire quoi? Qu'à l'instar de toutes les sciences humaines, c'est-à-dire des sciences développées par l'homme, au sens. La géotechnique a connu une période d'intuition, une période d'observation, une période d'expérimentation, une période de conception impactée par les technologies et les sciences développées ailleurs. C'est comme ça que la chose a été développée. C'est à tous les pays. Tous les contenus des thèmes qui seront développés pendant ces journées-là ont suivi ce processus de développement. Pour n'importe quel essai, par exemple, je prends un essai de site aliment, tel que ça se faisait il y a plusieurs années, ce n'est pas maintenant, on a des machines assez rudes qui nous font des sites aliments, qui nous font des gourdes, etc. C'est comme. Dans le cas spécifique du Sénégal, l'évolution de la géotechnique a suivi, dans un certain sens, celle connue en Occident, jusqu'à une période relativement récente, à laquelle les acteurs que nous sommes ont pris connaissance de la spécificité des contextes environnementaux, technologiques et climatiques exigeant la tropicalisation de la géotechnique. Il y a beaucoup de choses qui sont des choses transversales, d'accord, communes, mais il y a des choses spécifiques. Nous avons un climat différent de celui qu'il y a en Occident. Nous avons un environnement géologique différent. Vous savez, les premiers hommes qui sont venus ici ont confondu toutes les routes avec de la latérite. D'accord? Et les climats et les contextes technologiques, c'est également. C'est pour ça que les routes telles que ça se faisait au début avec les colons, c'est différent de ce qu'on appelle aujourd'hui. Nous avons des catalogues de dimensionnement des routes. Alors qu'avant, on utilisait des méthodes de CVTP avec des tableaux comme ça. Donc il y a donc une évolution. Et il y a lieu de signaler la réticence, évidemment, à la promotion des matériaux locaux, due à la peur, disons, de l'innovation, mais également aux exigences, ce qu'on appelle les normes, sur la base desquelles ces ouvrages-là sont conçus et contrôlés. On va dire, oui, ce que tu dis c'est beau, mais nous, on doit demander de concevoir, ou de contrôler, ou de réaliser avec telle norme. Donc, parfois, la norme peut être adaptée, mais parfois, il faut l'avoir. C'est à ce niveau-là que nous autres devons revoir vraiment les choses. Et, par exemple, tout ce qui est lié au froid, à la congélation, au gel, c'est des choses que nous devons écarter. Par contre, ce qui est lié à la chaleur et tout ça. Et donc ça, nous devons tenir compte de ça, nous, en Afrique, mais également, évidemment, au Sénégal. Alors, donc un courage, je mets ça entre guillemets, et une forme de nationalisme, entre guillemets,
et de souveraineté, entre guillemets, sont indispensables pour évoluer. L'espoir est quand même perdu. Au regard des travaux de recherche menés depuis quelques années, avec Feu Maïssa, avec moi-même, etc. Et je crois savoir qu'avec le Parlement, on avait travaillé dans le cadre de développement sur les sols conflans, et maintenant au niveau du laboratoire, etc. Avec le docteur Samsa également, qui a travaillé sur les sols conflans, la petite histoire, et encore ce qui me dit à Feu Maïssa, et quand il est parti, il a laissé beaucoup de jeunes de doctorants derrière lui. Et puisque les billets étaient obligés de prendre en compte, de prendre en charge tous ces jeunes-là, dont lui-même, donc M. Doy, etc. Donc il a travaillé sur les sols, les conflans, il a maintenant aujourd'hui, c'est un grand spécialiste sur les sols et sur conflans. Donc au regard donc des travaux de recherche menés depuis des années, même si la mise en œuvre qui doit être boostée par les autorités tarde encore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de vie. Ce courage, cette recherche de souveraineté qui doit nous animer si nous devons avancer. Parce que dans le début du monde, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc ça tarde encore. Et c'est en cela que le réseau des géotechniciens a un rôle primordial et a joué, et nous le félicitons d'avoir initié cette journée-là, et qui constitue un acte fort, qui est une condition indispensable du développement de notre métier dans ce secteur. Donc, voilà un peu en gros ce que je voulais dire. Je n'ai pas tout dit. À chaque fois que je prononce une autre phrase me vient en tête. Mais si je la prononce, je risque de ne pas continuer. Donc, je vais vous dire m'en arrêter là. Et en espérant pouvoir continuer les questions en off, je vous dis, et en vous remerciant vraiment de votre attention. Salam alaikum. Thank you.